Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque lundi, c'est le quart d'heure américain, l'occasion de faire le point sur l'actualité économique et politique en provenance des États-Unis avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui est avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être fidèle au poste pour ce rendez-vous. On est à une semaine de Day One pour Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans les dossiers qui vont assez vite arriver pour lui, il y a le dossier US Steel qui est le grand dossier politique du moment. Puisque, je le rappelle, Joe Biden s'oppose au rachat de US Steel par Nippon Steel. La proposition a été faite en bonne et due forme. Les deux groupes semblaient d'accord sur la pertinence de se rapprocher, sauf que politiquement, ça n'est pas faisable. Et oui, et d'ailleurs, il y a quelques heures, le Premier ministre japonais s'est entretenu par visioconférence ou par téléconférence, je n'arrive pas à savoir, avec Joe Biden pour lui rappeler l'importance stratégique de l'alliance entre Tokyo et Washington et le respect que souhaitent recevoir les Japonais qui sont les premiers investisseurs industriels aux États-Unis, parmi les premiers acheteurs de bons du Trésor, Japonais qui sont de très très bons alliés en Asie des États-Unis contre la Chine et qui ne comprennent pas qu'ils soient traités ainsi par l'administration Biden qui est sur le départ, d'autant que la commission interministérielle qui est chargée d'examiner les dossiers d'acquisition importants de la part d'investisseurs étrangers pour des firmes américaines n'a pas rendu d'opinion négative sur ce dossier. C'est Joe Biden qui lui-même a décidé de mettre son veto à cette opération en vue d'honorer une promesse purement électorale, pour ne pas dire électoraliste, qu'il a faite au syndicat des aciéristes, US Steelworkers, promesse qu'il a faite du temps où il était encore candidat, qui était de s'opposer à tout prix à cette offre de rachat de US Steel par Nippon Steel pour près de 15 milliards de dollars. Il préfère dire non à d'excellents alliés japonais, il préfère tenir sa promesse alors qu'il quitte la Maison-Blanche et qu'il veut que son héritage soit celui du président qui, jusqu'au bout, aura été le plus favorable explicitement et implicitement à tout ce que proposait le mouvement syndical américain, mais il ouvre tout de même la porte à une suite dans cette opération, car son veto n'est pas exécutoire avant le 18 juin. Et ça, c'est un élément nouveau qui peut donner à Donald Trump, s'il le souhaite, l'opportunité d'être un bon allié du Japon. Seulement voilà, Donald Trump lui aussi a fait des promesses à US Steelworkers. Donald Trump aussi entend soutenir le mouvement syndical et Donald Trump aurait à revenir sur sa promesse de ne jamais laisser Nippon Steel racheter US Steel. D'autant que, on l'a appris il y a quelques minutes, il est possible qu'une solution alternative se présente avec la tentative d'une offre conjointe que ferait Cleveland Cliffs et l'autre aciériste américain Nucor pour racheter Nippon Steel, pour racheter US Steel. Attention, on n'a pas encore les détails de cette opération. On ne semble pas en mesure d'aller aussi loin que ce qu'a promis Nippon Steel. Nippon Steel promet non seulement des primes de 5 000 $, une garantie de l'emploi, une garantie des niveaux de production également, pour démontrer que leur offre est parfaitement compatible avec le souci de souveraineté et de protection qu'exige Joe Biden et qu'exigera probablement demain Donald Trump. Bon, très intéressant parce que dossier évidemment, alors industriel bien sûr, mais aussi très politique et on verra effectivement comment Donald Trump s'en saisit et jusqu'où il cherchera à se démarquer ou non de la position actuelle du président américain Joe Biden. Et puis le compteur tourne pour TikTok, tic-tac pour TikTok, c'est ça Pierre-Yves, qui pourrait être banni des applications de téléchargement sur le territoire américain. Alors ce dossier rappelle un tout petit peu celui de Nippon Steel et de US Steel, parce que là encore, on a une décision qui a l'air définitive, qui est prise au dernier moment par Joe Biden, mais qui pourrait peut-être
de facto se trouver repoussé si jamais deux choses se produisent. D'abord, la Cour suprême a été saisie par TikTok et la Cour suprême doit, d'ici quelques heures, décider si cette loi qui a été votée par le Congrès américain à forte majorité bipartite en avril et qui a été promulguée par Joe Biden, qui interdit à TikTok chinois d'opérer aux États-Unis et qui obligerait la maison mère de TikTok, ByteDance, à se débarrasser et à vendre TikTok sur les États-Unis à un investisseur américain. Est-ce que cette loi viole le premier amendement de la liberté d'expression ? Il va falloir que la Cour suprême tranche là-dessus. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une porte de sortie que la Cour suprême peut offrir en donnant davantage de temps à TikTok pour trouver un acheteur? Si la porte est fermée par la Cour suprême, il va être difficile à Donald Trump de sauver TikTok comme il prétend vouloir le faire maintenant, alors que il y a quelques années, il était farouchement partisan de l'interdiction de TikTok aux États-Unis. À peu près la moitié des Américains utilisent TikTok. Quelques 170 millions d'utilisateurs mensuels, c'est quand même pas rien. Mais fondamentalement, démocrates et républicains au Congrès, y compris dans ce nouveau Congrès, sont convaincus que TikTok représente un danger pour la sécurité américaine parce que le gouvernement de Pékin, le gouvernement communiste chinois, peut exiger de TikTok qu'il lui transfère toutes les données privées sur le comportement des utilisateurs de TikTok, ce qui représente aux yeux des autorités américaines une menace pour la sécurité et pour la démocratie américaine. Et à propos de menaces sur la sécurité, qui est un argument souvent invoqué par Donald Trump, ce dossier TikTok, par exemple, c'est typiquement le genre de dossier où Donald Trump ne serait pas forcément aligné avec sa base ou d'électeurs ou d'élus républicains ? Donald Trump a changé d'avis. Il était contre le TikTok chinois qui opérerait aux États-Unis et maintenant il a changé d'avis pour deux raisons. La première, c'est qu'il souhaitait que TikTok aux États-Unis soit une alternative, et il le souhaite toujours, à Meta Platforms, à Facebook. Mais il y a 2 ans, il était très très fâché contre Facebook. Or, il s'est considérablement rabiboché, pour employer un terme qui n'est pas très joli, mais c'est à ça que ça ressemble malheureusement, avec Mark Zuckerberg. Et maintenant, TikTok alternative nécessaire à Meta Platforms, c'est un argument qui est moins fort, mais néanmoins, Donald Trump aimerait bien qu'il y ait une alternative à Meta Platforms. Mais surtout, il voudrait disposer d'un dossier sous le coude qui puisse lui servir de bargaining chip avec Pékin dans le cadre d'une grande négociation commerciale. Il aimerait pouvoir dire à Pékin, écoutez, voilà, en matière commerciale, en matière de droits de douane, j'ai cet argument qui pourrait faire énormément de tort à ByteDance, mais je vais me montrer généreux si par ailleurs vous changez certaines de vos pratiques commerciales. Ça peut être un élément parmi d'autres dans une négociation commerciale, et Dieu sait si Donald Trump prétend savoir jouer toutes les cartes dont il pourrait disposer dans une vaste négociation avec Pékin. Oui, comme vous le disiez, il a là 2 beaux dossiers politiques, Nippon Steel d'un côté, ByteDance, la maison mère de TikTok de l'autre, pour d'éventuelles négociations avec le Japon ici ou la Chine là demain. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'entourage de Donald Trump, y compris des gens qui ont été sélectionnés et qui sont appelés à être responsable de la sécurité nationale à la Maison-Blanche, responsable de la Federal Communications Commission, la FCC, responsable des affaires commerciales, il y a là des adversaires farouches qui sont on the record contre TikTok aux États-Unis. En revanche, il y en a un qui se distingue et qui est devenu le meilleur ami et le meilleur conseiller de Donald Trump depuis quelques semaines, c'est Elon Musk, qui lui prétend que non, on ne peut pas interdire comme ça ce réseau américain, ça ne serait pas bien, peut-être parce qu'il se rend compte que si les États-Unis décident d'interdire un réseau social sur leur territoire parce qu'il est contrôlé par un gouvernement étranger, au même titre qu'il est interdit
à un groupe étranger de contrôler une chaîne de télévision, par exemple, ou un studio de cinéma, eh bien, peut-être que les Européens verraient d'un autre œil la manière dont Twitter, qui s'appelle X maintenant, se comporte en Europe. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cet éclairage hebdomadaire sur les sujets clés aux confins de l'économie et de la politique américaine, bien sûr. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain. Ce quart d'heure américain est à retrouver bien sûr en replay chaque jour et chaque semaine sur bismart.fr.